Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Vraiment toutes les chaînes, les radios, les télés vous montrent des images. Bon, c'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois, c'est le moins que l'on puisse dire. Enfin, des poubelles enflammées, des voitures, des chocs. Mais quelques images quand même ont interpellé beaucoup de gens. Et au point d'ailleurs que Laurent Nunez a demandé une enquête à l'IGPN, c'est l'inspection de la police des polices qu'on appelle. Et il y a eu quand même, et on l'a vu tous, hein, vous avez vu vous aussi auditeur de Sud Radio, des images quand même assez choquantes, il faut le dire, de policiers en train de repousser, y compris des journalistes, mais pas seulement, ce sont des journalistes, et puis d'autres, et de manière quand même des femmes, des gens en train d'être tabassés. Alors vous allez me dire, mais il faut voir ce qu'ils ont fait avant. On va en parler, en tout cas, où on en est là-dessus, avec deux personnes qui savent ce dont ils parlent. D'abord Bruno Attal, qui est secrétaire général adjoint du syndicat France Police, et qui est président de Touche pas à mon flic. Bruno Attal, bonjour. Bonjour, monsieur Berkov. Bonjour. Bruno Attal, oui, alors vous dites touche pas à mon flic et vous savez qu'ici, on est plutôt quand même de ce côté. En même temps, il faut que les flics sachent qui touche et comment. On va en parler. Et avec l'avocat Philippe Deveul, avocat au barreau de Paris, qui a défendu les gilets jaunes. Il ne s'agit plus évidemment de gilets jaunes aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même contexte. Alors, on va en parler, mais auparavant... je voudrais vous faire entendre Laurent Nunez qui dit ceci, interviewé par Laurent Lemam sur BFM TV. Écoutez. Plusieurs responsables politiques, notamment de la France Insoumise, pointent du doigt les centaines d'interpellations. Vous disiez 234 interpellations hier, plusieurs centaines depuis jeudi. Mais note que la plupart de ces gens interpellés sont relâchés. Du coup, parlent d'intimidation, d'atteinte au droit de manifester, d'atteinte à la liberté d'opinion. Pourquoi autant de gens interpellés et aussi peu déférés ou mis en examen ? Alors, il y a une explication qui est très technique, hein, pardon, mais il n'y a pas d'interpellation injustifiée. Moi, je ne peux pas laisser dire ça. Je parle au nom des fonctionnaires de police, des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires de la préfecture de police de Paris qui travaillent sous mon autorité. Il n'y a pas d'interpellation injustifiée. On interpelle des groupes de personnes parce qu'il y a des groupements constitués en vue de commettre des violences, parce que il peut y avoir il y a des jets de projectiles sur les effectifs. C'est pour ça qu'on interpelle des gens pour des infractions qui, à nos yeux, sont constituées. Alors franchement, il n'y a pas d'interpellation injustifiée, affirme le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Bruno Attal, je m'adresse à vous. Est-ce que c'est franchement le cas? Il n'y a pas d'interpellation injustifiée? Le policier que vous êtes, qu'est-ce qu'il en pense? Alors, le policier qui est sur le terrain a des ordres, hein, c'est-à-dire que si vous avez des manifestations, alors c'est pas des manifestations interdites, hein, ce sont des manifestations qui n'ont pas été réclamées tout simplement. Oui. On nous demande d'interpeller des personnes qui se réunissent, mais si effectivement le parquet ne poursuit pas, c'est que finalement l'infraction n'était pas constituée. Maintenant, les polices, eux, obéissent aux ordres légitimes et donc vont interpeller. Et il faut bien faire la distinction entre ceux qui manifestent pacifiquement et qui ne veulent pas de cette réforme des retraites et bien sûr les racailles, les fachos d'extrême gauche, les ultras, les black blocs, les antifas. Voilà, ça c'est de la bonne racaille qui en plus maintenant les racailles de cité se mélangent avec ces gens-là. C'est ce que j'ai eu comme remontée dans les commissariats, donc on interpelle. Donc bien faire la distinction entre les gens qui veulent manifester paisiblement et qu'on essaie d'impressionner. Donc le policier se retrouve entre le marteau et l'enclume, parce que le policier fait quoi? Il obéit à l'ordre légitime du pouvoir en place qui a été élu. 58%, il me semble que c'est bien élu. Donc le policier fait son travail. Il doit donc interpeller, puisque les gens se réunissent en vue de commettre des délits. Bon, ça c'est l'appréciation du magistrat et en général ils sont dehors. D'accord. Donc voilà. Donc on est entre le gouvernement de Macron qui nous pousse à interpeller et puis on a l'extrême gauche et les antifas, les black blocs qui veulent casser, qui veulent en découdre. Oui, juste un mot, Bruno Attal. Vous avez dit quelque chose. Vous avez dit oui, les cités s'en mêlent, mais on n'a pas du tout l'impression qu'il y a les gens des cités qui sont dans les manifestations que l'on a vues depuis hier, avant-hier, etc. On a l'impression. Alors, il faut voir avec, par exemple, il y a Mike Borowski, hein, que vous connaissez, qui était hier sur toutes les manifestations, oui, et qui m'a rapporté ça. Et dans les gardes à vue, parce que je me promène dans les commissariats et j'ai mes délégués qui s'y promènent, et effectivement, il y a une sorte de mutualisation de la haine de la police. Et donc forcément, tout ce qui déteste la police, c'est-à-dire la racaille, le voleur,
l'incendiaire ou le Black Bloc finalement unissent leurs forces pour casser, pour piller ou pour agresser des policiers. Alors, avant de donner la parole à l'avocat Philippe Deveul, maître Deveul, je voudrais que vous écoutiez cette phrase de Gérald Darmanin, vous aussi Bruno Attal bien sûr, le ministre de l'Intérieur, qui a fait une déclaration à la caserne de la police Bessières. Écoutez. J'ai eu l'occasion de dire qu'il y a eu 1200 opérations, 1200 manifestations non déclarées. Il faut savoir que être dans une manifestation non déclarée est un délit, mérite une interpellation. Alors, manifestation déclarée, non déclarée est un délit, dit le ministre de l'Intérieur. Mais que je sache, Philippe Deveul, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé le contraire dans un arrêt du 14 juin 2022. Même la Cour européenne des droits de l'homme avait reconnu des manifestations à Chypre non déclarées légales. Donc, alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, oui. ce qu'il en est, c'est les policiers interpellent, ils font leur travail d'interpellation des manifestants, surtout quand c'est pas déclaré. Et ensuite, s'il y a une garde à vue, les personnes sont donc mises en garde à vue et après c'est le parquet qui décide. Et dans la plupart des cas, on arrive à un classement sans suite, bien souvent. D'ailleurs, parce qu'on parle des violences policières, on parle des interpellations abusives, etc. Mais parfois, certaines interpellations sont justifiées. Et le laxisme, il est du côté de la justice. Parce qu'il y a des gens qui ont commis des délits, caractérisés et qui s'en sortent plutôt très bien. Et maintenant, c'est vrai que la police interpelle, alors parfois pas dans des manières très correctes, et ça je le conçois, sans être anti-flic, et monsieur Attal me connaît, il sait très bien quelle est ma position là-dessus, c'est que je pense qu'il y a, il dit le pouvoir légitime, mais il y a aussi une forme d'irresponsabilité du président Macron lorsqu'il dit qu'il y a une foule illégitime, parce que c'est un élément excitant. Un élément qui pousse les gens à être plus violents lors des manifestations, oui. Et qui met la police dans une situation difficile qui est prise vraiment en étau, parce qu'ils ont affaire à des gens qui sont surexcités vis-à-vis du président Macron. Alors on n'est pas du tout dans le cadre gilet jaune, mais on est dans un cadre de contestation plutôt extrême gauche. Qui cherche à une sorte de coup d'éclat ou de renverser le régime par l'insurrection. Ça, faut bien que ce soit clair. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi quand même beaucoup de gens, encore une fois, je ne prends pas du tout parti, mais des gens qui en ont marre de la situation d'aujourd'hui, qui sont même je ne sais pas s'ils sont de gauche ou de droite, mais qui ne supportent plus ça. Et si vous voulez, est-ce qu'il n'y a pas une volonté, en fait, par des autres, parce que en fait, le droit de manifester, il est constitutionnel. On est d'accord. Il est constitutionnel. C'est-à-dire, parce que on a l'impression, alors corrigez-moi si je me trompe, on a l'impression quelquefois, soit dans les hautes sphères et pas seulement dans le gouvernement Macron et dans la présidence Macron, on a l'impression qu'on dit attention, restez chez vous. C'est-à-dire, vous savez, on va pas revenir le confinement, mais on est toujours dans cette logique-là. On est toujours dans cette logique-là. Il faut comprendre qu'avec la crise sanitaire du Covid, il y a des traces, il y a des gens qui ont mal vécu ces interdictions, ces atteintes aux libertés individuelles, et que après la sortie du Covid, on rentre dans une crise économique terrible avec l'inflation. Alors on avec dit la Russie, Ukraine, etc. Exactement. Oui. Et donc dans une tension internationale qui est très pesante, qui est même angoissante. On est à l'aune peut-être d'une troisième guerre mondiale. Et donc on vous impose des réformes politiques d'une manière légitime, légale, mais qui n'est pas adapté, si vous voulez, au sentiment de la population, qui est épuisée, qui a envie d'être reconnue. Et il y a une sorte de... Apaisé. Oui. Et le gouvernement est hors sol, et abuse, et dit, c'est comme ça, on a été élu légitimement. Alors certes, à 58%, M. Macron a été réélu président de la République. C'est comme ça, on prend acte. Mais quand même, il ne faut pas ne pas négliger qu'il a une majorité relative à la Chambre pour un président qui a été élu à 58%, ce qui dénote une crise politique majeure dans notre pays. Bruno Attal, comment vous réagissez à ça? Je le prendrais bien comme avocat, maître, parce que ce qu'il dit est très pertinent. On pourrait quand même dire aussi que M. Castaner, donc mon ancien ministre de l'Intérieur, lui avait validé la manifestation du gang des Traoré pour l'affaire George Floyd. Il nous disait que s'il y avait de l'émotion, on pouvait manifester en période de Covid. Donc voilà, on a 200 cloches au niveau du ministère de l'Intérieur. Au niveau des pseudo-violences policières, il y a des mauvais policiers, il y a des policiers qui auraient un mauvais comportement. Ça existe évidemment. Pour moi, c'est à la marge. Méfiez-vous des images.
Moi, comment des policiers m'ont expliqué, par exemple, vous savez, les filles qui ont pris des coups de matraque. Donc, en gros, mes collègues ont subi des violences, des crachats, des jets de projectiles, des jets de barres de fer. Ils ont demandé 3 fois aux personnes de se disperser. Au bout de la 3e fois, ils ont chargé et les filles sont restées. Et vous aviez toute l'extrême gauche, là, vous les connaissez bien maintenant avec leurs portables, les brutes, les combini, les loopsiders, les street press, tout cela vous fabrique des images. Et pour preuve, vous avez 300 policiers blessés. Combien d'images de policiers blessés? C'est-à-dire que, en gros, ce sont des guet-apens médiatiques qu'on fait sur les policiers. Le policier, lui, charge. Alors, effectivement, il peut avoir un policier qui n'a pas tenu et qui a pris des coups et qui va porter un coup malheureux. Il sera sanctionné pour ça. Mais encore une fois, trouvez-moi des images des 300 policiers blessés. Vous n'en avez pas. Ce sont des guet-apens médiatiques. Et pour preuve, Claire Jacquin de l'islamo-gauchiste qui a fait un petit buzz sur les réseaux sociaux. Elle attend sur un banc, le policier lui demande... Vous exagérez quand même, Bruno. L'islamo-gauchiste, tout de suite. Et les fils islamo-gauchistes, c'est un synonyme. Et donc, elle attend sur un banc, avec son portable. Le policier lui demande gentiment de quitter les lieux. Eh ben non, et pourquoi? Mais si elle se retrouvait devant la police de Chavez, le policier serait juste venu la voir, elle serait partie en courant. Donc elle filme, et puis après, elle reste, et puis après, elle se plaint de se faire gazer. Et ben voilà, vous devez respecter l'autorité de la police. Le policier vous demande de dégager, et le maître l'a très bien dit. Il ne faut pas confondre légalité et légitimité. Dans la légalité, le policier a le devoir de lui dire, parce qu'il reçoit un ordre, de quitter la place. Et la légitimité, bien sûr que moi je suis pour une légitimité, que nos concitoyens puissent manifester paisiblement. Moi je me souviens, le 1er mai, quand j'étais gamin, on allait manifester, on n'avait pas peur. Aujourd'hui, depuis que M. Macron est au pouvoir, les gens, je vous parle des gens, pas des racailles, pas des islamo-gauchistes, les gens, les braves gens qui veulent manifester ont peur. On a vu ça depuis les Gilets jaunes et je pense que c'est une stratégie de ce gouvernement de faire peur. Alors justement, si cette stratégie de la peur existe, et beaucoup de gens, effectivement, qui ne sont pas spécialement ni islamo-gauchistes ni extrémistes le disent, il y a quand même un problème. Comment faire, Philippe Deveul, alors je parle à l'homme de loi et l'homme du droit, comment faire pour apaiser cela? Comment rappeler justement? Qu'est-ce qu'il faut rappeler au niveau de la loi? Parce qu'il faut toujours revenir au droit. C'est quand même une base qui n'est pas négligeable. Déjà, sur le maintien de l'ordre, tout est encadré par le Code de sécurité intérieure. J'avais critiqué, et je pense à juste titre, l'utilisation du LBD lors des manifestations Gilets jaunes. Et vous avez eu plus de une trentaine de personnes qui ont été éborgnées. Absolument. Et je peux vous dire que c'est plutôt dans une manifestation à caractère social, c'est tout à fait non pertinent d'utiliser de telles armes intermédiaires. Je parle sous le contrôle de M. Attal. Je ne suis pas d'accord, maître. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Quand vous avez 200 personnes qui vous foncent dessus et que vous êtes 10 policiers et que vous avez un LBD, le LBD il sauve des vies de policiers. Oui, mais Bruno, le problème, il y a eu des éborgnés quand même, et je ne sais pas s'ils le méritaient. Exactement. Et vous savez, perdre un œil, c'est quand même un drame dans votre vie qui continue. Maintenant, je remarque qu'il y a eu un changement du maintien de l'ordre avec Monsieur Castaner, qui en fin de compte c'était, comme on dit de manière triviale, open bar pour la répression policière, et un peu plus retenu avec M. Darmanin, qui a un peu compris qu'il fallait pas utiliser le LBD de cette manière. Alors j'ai entendu dire que le LBD avait été repris dans les manifestations récemment avec M. Nunez, le préfet de police, et je pense qu'il ne devrait pas abuser de cette arme intermédiaire dans le maintien de l'ordre. Au-delà du LBD, est-ce qu'il faut dire? C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui, mais c'est vrai que les responsabilités sont évidemment partagées. On a l'impression aujourd'hui que dès qu'il va y avoir une manifestation, maintenant tout le monde le sait, alors ceux qui ne veulent pas participer sont dans un coin, mais on voit cette chose extraordinaire. On a vu à Lyon ces images. Vous savez, alors c'est la France d'aujourd'hui. Vous aviez des gens qui mangeaient paisiblement dans un restaurant et derrière on voyait les flammes.
Oui. Extraordinaire ces images à Lyon. C'était à Lyon. Vous voyez les flammes, et vraiment ça brûlait dans un quartier et les gens dans le restaurant. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Les gens s'habituent. Les gens s'habituent à l'ambiance de la violence ambiante et la vie continue quelque part. Maintenant, c'est malheureux d'en arriver là parce que j'ai peur qu'il y ait un drame qui arrive. Et un drame, ça peut être dans les deux camps. Hein. Ça peut être un policier comme un manifestant. Et là, on risque de rentrer dans une crise politique majeure. Et ça, il faut que le gouvernement, le président de la République en prenne compte. Et c'est pas avec des paroles comme il a aujourd'hui qu'il peut apaiser les choses. Alors, il va prendre la parole, je pense qu'il va prendre la parole dans 5 minutes, dans 10 minutes. Ouais. On va voir ce qu'il va dire. Mais je pense qu'il y a une véritable une véritable émotion. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie de l'attention en 2 mots, bien sûr, à voir? On verra. Mais Bruno Attal, oui. Quels sont les outils que le président de la République a entre ses mains? Bon, il va pas dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il sait très bien qu'il y aura pas du tout de majorité, même encore moins qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste de changer de Premier ministre, parce que je pense qu'il a usé borne jusqu'à la dernière limite de ce qu'elle pouvait faire. Oui, mais encore que on va pas spéculer sur ce qu'il fait, parce que vous le savez. Exactement, il fait ce qu'il veut, voilà. Il a toujours fait comme il voulait, et il prendra acte de ce qui va se passer. Mais j'estime qu'aujourd'hui, il a une grande part de responsabilité dans les violences qui se passent aujourd'hui. Même si je respecte la légitimité, si je respecte les résultats des élections, il y a, comme je vous dis, un traumatisme dans la population française aujourd'hui. Alors, Bruno Attal, justement, Mediapart a fait état d'un commandant de CRS qui lui confiait, écoutez, moi je suis très inquiet parce qu'un jour il peut y avoir un mort et peut-être bientôt un mort ou 2 morts et ça risque de faire vraiment, ça risque de changer changer la donne, pas presque. Et il dit, il parlait de ça, il disait, il y a une irresponsabilité des donneurs d'ordre aujourd'hui. Il faut faire très attention, on joue avec le feu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un commandant de CRS qui a dit ça. Évidemment, oui, j'ai entendu ce témoignage et j'ai plein de collègues CRS qui le disent. Moi, je pense réellement que les policiers sont vraiment entre le marteau et l'enclume. Ils sont des gens, par exemple, 90% des policiers sont contre cette réforme des retraites, comme le peuple. Ils se retrouvent entre un pouvoir qui leur donne des ordres, encore une fois, légaux, donc ils sont obligés d'appliquer ces ordres, et se retrouvent face à... Il faut vraiment distinguer, encore une fois, le manifestant, la brave personne qui est contre cette réforme et qui a le droit de manifester, et les voyous. Et ces voyous-là, ces Black Blocs ou ces gens-là qu'il faut viser. Et effectivement, s'il y a par malheur un mort... Oui, mais Bruno Attal, juste un mot. Une de vos consoeurs, Linda Kebab, qui est porte-parole d'un syndicat connu, dit, écoutez, elle l'a répété à plusieurs reprises, les Black Blocs, on les connaît, si on nous donne les ordres de les arrêter, on les arrête. Elle disait ça il y a déjà quelques mois, mais en fait, on ne donne jamais d'ordre de les neutraliser, les Black Blocs. Comment ça se fait? Évidemment, Linda Kebab, pour une fois, je vais aller dans son sens, mais quand Linda Kebab le dit, elle n'a pas de problème. Moi, je lui ai dit, vous savez que je vais bientôt... Enfin, monsieur Darmanin, mon dossier sur son bureau, il veut me révoquer, donc je risque d'être révoqué pour avoir dit la même chose. Donc oui, moi, j'ai des témoignages de policiers qui disent, on voit des Black Blocs cassés et on nous dit de ne pas intervenir alors qu'on est... on a la possibilité de le faire. Donc, encore une fois, il faut savoir exactement ce qui se passe, qui donne ces ordres, mais je me souviens, pendant les Gilets jaunes, où on avait des ordres complètement absurdes de laisser casser des Black Blocs, ou alors carrément de nasser ou des choses comme ça qui sont de l'ordre de l'illégal. Donc, oui, les donneurs d'ordre, mais de toute façon, encore une fois, ce que je vous disais, moi, le 1er mai, quand j'étais gamin, on pouvait manifester. Vous connaissez, vous, des braves gens qui veulent manifester, ils ont peur, les gens. Et donc, je pense que c'est une stratégie de ce pouvoir en place pour faire peur aux gens. Et nous, on se retrouve qu'avec la racaille en face qui va en découdre. Et si demain, vous avez raison, si demain il y a un mort, vous savez, la jurisprudence Malik Oussekine, s'il y a un mort demain, mais alors je vais vous dire quelque chose de cru, mais je pense que ça serait moins grave pour le pouvoir en place qu'il y ait un policier qui meurt. Un policier qui meurt, il aura un beau drapeau, il aura et puis on va tous pleurer sur lui. Par contre, si c'est en face un voyou, parce que il y a celui qui meurt et qui est une réelle victime, il y a le voyou aussi qui en découle et qui peut prendre un mauvais coup. Donc voilà, il faudra bien voir les différences. J'espère que ça n'arrivera pas.
Oui, nous espérons tous que ça n'arrivera pas. Philippe Deveul, le mot de la fin. Bah écoutez, je rejoins Bruno Attal en disant que les policiers sont vraiment pris en tenaille entre les ordres et puis qui sont donnés et la violence, et les violents qui doivent affronter dans la rue. Donc ils ont une position très difficile. Néanmoins, il y a quand même parfois des abus qui doivent passer devant la justice, passant par la procédure de l'IGPN, etc. Alors c'est vrai que ça prend du temps, que c'est long et que les gens comprennent mal le fonctionnement de l'IGPN. Mais il y a quand même un processus de droit qui permet d'aller jusqu'au bout d'une violence, qui a été le cas quand j'ai eu des victimes gilets jaunes qui avaient été touchées par des éclats de grenades, etc. On avait réussi à aller dans le bureau du juge d'instruction qui avait identifié les fonctionnaires qui avaient utilisé de manière un peu abusive ces armes. Mais maintenant, la situation est très abrasive et très explosive. Et donc, c'est le moment de tous les dangers. En fait, faites très attention. Il faut apaiser la France. Il faut l'apaiser. Alors, c'est pas facile. C'est facile à dire. C'est beaucoup plus difficile à faire. Merci. En tout cas, avec vous deux, on suivra ce qui se passe et on verra. Et on écoutera Emmanuel Macron si jamais quelque chose change. Je ne sais pas si c'est avec les discours qu'on change les choses, mais on verra bien. Merci Bruno Attal. Merci Philippe Deveul. Merci André Berkoff. Merci. Sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face du mercredi 22 mars, un face-à-face très particulier. André Berkoff reçoit Steve Gounin, physicien, ancien conseiller scientifique de Barack Obama, pour son livre « Climat, la part d'incertitude », édité chez l'Artilleur. Bonjour Steve Gounin. Hello, glad to meet you, Steve Gounin. Oui, on est très très heureux de recevoir un scientifique. Vous savez, il y a des scientifiques, il y a des vrais scientifiques. Et puis, il y a ce que j'appellerais... allez, on va pas parler des médecins de plateau ou des généraux de plateau. Enfin, il y a des gens qui prétendent avoir réponse à tout et qui ne connaissent pas grand-chose. Par exemple, je pense à certains néphrologues ou urologues ou autres qui parlent du virus. Rappelez-vous ce qui s'est passé au nom de la science. Alors, il est professeur de physique à Caltech, California Institute of Technology, Stephen Gounin, et à l'Université de New York. Il est vraiment un des scientifiques les plus reconnus des États-Unis. Il est de passage à Paris pour présenter ce livre remarquable, passionnant, Climat, la part d'incertitude, parce que lui, il a question à tout. Vous savez ce que ça veut dire? Et il rappelle qu'en science, il y a une véritable vertu qui s'appelle le doute. Alors, c'est quoi la science et c'est quoi le doute? Parce que vous dites vous-même, Steve Gounin, que au nom de la science, on dit beaucoup de choses et on dit quelquefois n'importe quoi. C'est quoi la science? Comment peut-on la définir? C'est important parce que tout le monde parle au nom de la science pour parler de n'importe quoi. Well, Andre, it's great to be here talking with you. I am a scientist and I've been practicing science for 50 years. Merci André, c'est un plaisir d'être avec vous. Moi, je suis un scientifique et ça fait 50 ans que je fais de la science. Science is usually taught in the schools as a collection of facts. And non, vas-y, il peut continuer un peu. And it is that. Yeah. But when you practice science, it's a tool for reducing uncertainty. On apprend la science à l'école comme étant une collection, une compilation de faits. Et bien sûr, la science, ce sont aussi des faits. Mais quand on pratique la science, c'est un outil pour réduire l'incertitude. And scientists have a language for describing how certain or uncertain things are. Some things we understand very well. When the apple drops from the tree, as Newton is famous for, we understand that in great detail. Et nous avons une langue pour décrire à quel point quelque chose est certain ou non. Lorsqu'une pomme tombe de l'arbre, comme Newton en a fait l'expérience, eh bien, nous savons exactement pourquoi cela se passe. But when you get to more complicated systems, such as our own bodies, for example, all of living things, biology, or the climate, we can only make very few statements with great certainty. Mais lorsqu'il s'agit de systèmes plus complexes comme le corps, le vivant,
la biologie ou le climat, il n'y a que très peu de choses que nous soyons capables de dire avec la plus grande certitude. Alors pourtant, justement, Steve Koonin, on a entendu beaucoup de choses sur le climat. Je rappelle que dès les années 50, on nous disait qu'en l'an 2000, ou même avant, la Terre allait être sèche, qu'il y aurait des millions de morts, que certaines villes seraient recouvertes par les océans, que nous aurions ensuite une migration climatique terrible, que nous allions, et aujourd'hui, notamment un certain nombre de rapports, dont le GIEC, disent attention, le réchauffement climatique, eh bien écoutez, c'est très simple, voilà par exemple, le GIEC dit de manière absolument incontestable, dit le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, de l'ONU, et il dit que on sait de façon sûre qu'un réchauffement de la température moyenne sur Terre de plus 1,1 degré est établi par rapport à la période 1850-1900. Et voilà, et que la hausse attribuée aux activités humaines est de 1,7 degré. C'est 1,7 degré et l'autre c'était 1,1 degré. Qu'est-ce que vous pensez de ces assertions et considérées comme incontestables et absolument sûres? To get to the real science, you need to get past the political statements, the media statements, most of the media, the NGOs, and really read the research papers. And pour voir ce qu'est la science vraiment, il faut aller au-delà, dépasser les discours politiques, le discours des médias, de la plupart des médias, en tout cas, ce que disent les associations, les ONG. And when you do that, et aller dans les papiers, dans les papiers de recherche, c'est ce qu'il vient de dire, oui. Dans les research, oui, c'est ça. And yes, the scientific papers and the data on which they are based are the real scientific truth. Aller vers là, oui, c'est ça. La vérité scientifique, ce sont effectivement, comme vous disiez, André, les articles scientifiques, les données scientifiques. Okay. And very few people have the training or the patience to read through all of that. Et il y a très peu de gens qui ont soit la formation, soit la patience pour aller lire ces immenses documents. Bases de données. And one of the goals I had when I wrote the book was to give non-experts a view of what was really being said in the papers, in the data, and to a large extent in the IPCC reports themselves, not the summaries, but the actual reports. Exactly. Et un de mes objectifs dans l'écriture de ce livre, c'était de donner aux non-experts la vision de ce qu'il y a justement dans ces articles scientifiques, dans ces données, et y compris dans les rapports du GIEC, mais pas simplement dans les rapports de synthèse, dans les vrais rapports qui sont sous-jacents. À 10 pages, mais les gros rapports. Alors, justement, alors ce que je voudrais demander à Steve Koonin, et il en parle dans son bouquin et c'est passionnant, c'est que pendant 15 ans, il s'est plongé donc dans ses études sur le climat. Et par rapport au discours dominant ou au discours majoritaire qu'on entend un peu partout en France, aux États-Unis, ailleurs, de Greta Thunberg jusqu'à un certain nombre d'auteurs, jusqu'à qu'est-ce qu'il a lui, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il a constaté et ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le climat qui ne soit pas sujet à caution comme d'habitude. There are a few things that are quite certain about the climate. I think it's quite clear that over the last 120 years or so, the average temperature over the Earth has warmed about 1.2 degrees. That's pretty clear. Il y a un certain nombre de choses qui sont assez certaines. Par exemple, sur les dernières 120 années, les températures moyennes ont augmenté de 1,2 degrés. Ça, c'est assez certain. Another thing we can be quite certain of
is that the greenhouse gases in the atmosphere, particularly the carbon dioxide, have increased quite significantly, and that increase is largely due to humans burning fossil fuels. Autre chose dont on est certain, c'est que les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et notamment le CO2, ont augmenté de façon importante, et essentiellement pour des raisons liées au combustible, à l'utilisation de combustibles fossiles. And it's also quite certain, everybody would agree, that increase in greenhouse gases exerts a warming influence on the planet. Et tout le monde serait également d'accord pour dire que cette augmentation des gaz à effet de serre a une influence sur le réchauffement, une certaine influence sur le réchauffement de la planète. But you can see, just by looking at how the temperature has warmed, that things are not so simple. Mais il suffit de regarder la courbe exacte d'augmentation de la température pour constater que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Because even as the warming influence grew steadily over the last century, the temperature did not rise steadily. Exact. Car alors même que cette influence, dont je disais qu'elle conduit au réchauffement, cette influence s'est fait sentir pendant un siècle entier, eh bien, le réchauffement, lui, n'est pas observé sur un siècle. Oui, on va arrêter une petite pause publicitaire pendant 1 minute, 2 minutes, et nous allons reprendre. C'est passionnant. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. La Terre est dans tous ses états, le climat est dans tous ses états. Mais là, on est avec un livre qui remet les choses à leur place et les pendules à l'heure. Le livre de Stephen Koonin, paru aux éditions de l'Artilleur. Climat, la part d'incertitude. Et je rappelle qu'il est professeur de physique théorique à California Institute of Technology, à l'Université de New York. Il a été sous-secrétaire d'État à la science de l'administration Obama. Et surtout, il nous dit attention à écouter certains discours. Et justement, Steve Koonin, beaucoup de gens vous parlaient effectivement de la hausse de température que nul ne conteste, entre des 1 degré, etc. en 100 ans. Vous parlez aussi des effets de serre et des émissions de gaz à effet de serre et des fossil fuels, comme on dit, des énergies fossiles. Mais est-ce que tout ceci, est-ce que ça nous amène, comme le disent certains rapports, à l'apocalypse climatique dans 20 ans, 30 ans ou moins? So there is a long sequence of inferences that we need to make in order to understand impacts. There is how the climate will respond to greenhouse gases, not only warming, but the frequency of storms, sea level rise, ice melting, and so on. And then there is that question of how will the warming, whatever it turns out to be, and there are already uncertainties in how much, how will that warming affect ecosystems, but maybe more importantly, human society? Will we see lots of migration? Will we see cities inundated, and so on? And alors, ça nous oblige à faire tout un tas de sauts logiques ou d'inférences, en tout cas. Cette accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui modifie le climat, déjà de quelle façon? Le réchauffement, y a-t-il plus de cyclones? La fonte des glaces? Et puis les villes noyées sous la mer. Et voilà. Ouais. Les océans. Et puis les conséquences de tout cela, à la fois sur les écosystèmes et plus important encore pour nous sur la société. Vague de migration, du climat, etc. And there is of course a bigger uncertainty in what should we do about all of this, and maybe we'll get on to talking about that. Et la grande incertitude, c'est surtout comment réagir à tout ça, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. But the notion that we are facing a catastrophe, a crisis
in the next century is just not supported by what's written in the IPCC. Mais l'idée que l'on puisse s'attendre à une catastrophe climatique, à une crise climatique, je ne dis même pas dans les 30 prochaines années, mais dans le siècle à venir, c'est quelque chose qui n'est pas justifié, étayé dans le rapport du GIEC. For example, if we look at the economic impact of warming of a few degrees by the end of the century, the IPCC said in its 5th report, it would have a few % impact on the global economy. Par exemple, si on suppose un réchauffement de quelques degrés d'ici la fin de ce siècle, pour ce qui est de l'impact sur l'économie, le 5e rapport du GIEC estime que cet impact serait de quelques points de pourcentage. And they say, chapter 10 of the second working group report, that there are many other factors like technology, demographics, trade, governance, that will have a much greater effect on human well-being. Et le chapitre 10 dit qu'il y a bien d'autres choses, notamment les aspects technologiques, démographiques, commerciaux, les aspects de gouvernance, qui auront un impact beaucoup plus élevé sur l'économie mondiale. And 4 years ago or so, when I read that, it's in the back of the report, so most people don't, I was astounded. But and subsequent research after that report pretty well confirms this is almost a nothing burger. Et il y a 4 ans, quand j'ai trouvé ces informations qu'en général les gens ne lisent pas parce que c'est à la toute fin du rapport, j'ai été sidéré de lire ça. Et d'ailleurs, cette estimation a été confirmée ensuite par d'autres études. Et c'est ce qu'on appelle en américain un nothing burger. C'est un hamburger, mais il n'y a pas de viande dedans. C'est ça. C'est un sandwich où il y a 2 bouts de pain, mais pas de viande. Yeah, right. So if, you say we should follow the science, and the IPCC is allegedly the best judgment by the world's best scientists, that's what it says. Ouais. Et puisqu'on nous dit qu'il faut suivre la science, et qu'on nous dit dans le même temps que le GIEC, ce sont les meilleurs scientifiques, la meilleure instance scientifique, eh bien, c'est cela que dit le GIEC, et pas autre chose. Donc, il faut... Alors justement, pour Steve Koonin, quel est à ce moment-là, puisqu'on parle de science, et là, tout se fait soi-disant au nom de la science, comment peut-on définir la science, c'est-à-dire l'exercice de la science? Comprendre que la science, si j'ai bien compris, mais corrigez-moi si je me trompe, correct me if I'm wrong, est-ce que la science, ce n'est pas la recherche, l'interrogation, la mise en question, la contestation, et pas affirmer des vérités toutes les semaines comme étant des vérités éternelles? Science is a process, as I said before, for reducing uncertainty about the world. It rests on the data first, what we observe about nature, in this case, the temperature, the precipitation, sea level, ice, and so on. And then it is about understanding the patterns in those observations through known physical principles, biological. We know Newton's law, for example. Yeah, of course. Oui, allez-y. Je le disais tout à l'heure, la science est un processus qui permet de réduire l'incertitude. Et elle se fonde d'abord sur les données. Tout d'abord, ce sont les données, c'est l'observation de données naturelles. Alors, dans le cas qui nous intéresse, les températures, les précipitations, le niveau des océans, la glace. Et puis, ensuite, comprendre ces courbes, ces évolutions, à travers les lois physiques. Par exemple, tout à l'heure, nous parlions de la pomme de Newton. Voilà. Bien sûr. Je voudrais... Steve Koonin nous a parlé d'un exemple, par exemple, ce qui devait se passer au Pakistan, les inondations pakistanaises qui devaient avoir lieu. C'est un exemple qui illustrait une certaine manière de délire. So let me give you an example of how
the historical record of observations is misrepresented by politicians and the media. Alors, laissez-moi vous donner un exemple de la façon dont les séries historiques de données sont ensuite, disons, dénaturées dans la présentation qu'en font les médias et les hommes politiques. So this past summer, September, there were terrible floods in Pakistan. Cet été, en septembre, il y a eu des inondations terribles au Pakistan. And a few days after it occurred, the Pakistani environmental minister gets on the media and says, "This is the worst since 1961." Et quelques jours après, le ministre pakistanais de l'environnement va voir les médias et dit c'est ce sont les pires inondations que le pays ait vécues depuis 1961. And it's all due to human influences, greenhouse gases, and you in the rich countries owe us money. Et tout ça est dû à l'influence humaine, aux gaz à effet de serre, et vous, dans les pays riches, vous nous devez de l'argent. And as a scientist, when I hear worst since 1961, my natural inclination is to ask what happened before 1961. Et moi, évidemment, comme je suis scientifique, mon premier réflexe, quand j'entends quelqu'un qui me dit les pires depuis 1961, c'est d'aller voir ce qui s'est passé avant 1961. And fortunately, we have records that go back for the monsoon to about 1850. Et fort heureusement, pour la mousson, eh bien, nous avons des séries météorologiques qui remontent à 1850. Des observations, quoi. Yeah, and there were monsoons that were just as bad or even worse a century ago when human influences were essentially negligible. Et il y a eu des moussons aussi graves, voire pires que celle-ci, il y a un siècle, quand les influences humaines étaient en réalité à peu près négligeables. But what made the recent flooding so impactful were three things. One is there are a lot more people now in Pakistan than there were. The second is that all of the trees on the mountains had been cut down, and so the water ran down. And the third is that people were living on floodplains. Mais il y a trois choses qui ont rendu les choses, qui ont rendu la situation beaucoup plus grave cette année. C'est d'abord la population du Pakistan qui n'est plus du tout la même, le déboisement qui fait que l'eau a ruisselé très facilement depuis les montagnes, et puis le fait que les gens habitent dans des zones inondables aujourd'hui. So many of the disasters we hear about have human causes, but nothing to do with greenhouse gases. Donc beaucoup des catastrophes dont on nous parle aujourd'hui ont des causes humaines, mais ces causes humaines n'ont rien à voir avec les gaz à effet de serre. On se retrouve après une petite pause avec Steve Koonin, climat, la part d'incertitude. À tout de suite. Eh bien, nous continuons donc ce dialogue, cet entretien avec Stephen Koonin sur le climat à la part d'incertitude. Et nous étions en train de parler justement sur les représentations, sur la manière dont on parle. Et nous avons parlé justement de ce qui se passait avec les inondations au Pakistan. On a dit, voilà, l'Occident, c'est vous le responsable, l'Ouest, l'Occident, et vous devez payer. Et Steve Koonin a montré que c'était pas, le problème n'était pas là du tout. Et il y a justement d'autres exemples, Steve Koonin, que vous vouliez donner, en tout cas un autre exemple. So the Pakistan example is a politician misrepresenting the science, but sometimes the IPCC itself misrepresents the science. Là, dans l'exemple du Pakistan, c'est un ministre, donc un politique qui déformait, qui faussait un peu les données scientifiques, mais parfois c'est le GIEC lui-même qui fait ça. For example, if you read the most recent report that was released by the IPCC on Monday, it has a statement in there that there are more deaths due to heat waves. That's a completely true statement. But it's the only statement about deaths due to heat waves in the report. When you read the research papers that describe deaths due to extreme temperatures, what you learn is that there are 10 times more people who die from extreme cold than extreme heat around the world. And as the world warms, the deaths due to extreme colds are declining faster
than the deaths due to extreme warmth. Oui, alors par exemple, dans le dernier rapport du GIEC qui a été publié lundi, il est affirmé que il y a plus de gens qui meurent en raison des canicules. Alors c'est l'affirmation du rapport et elle est vraie, elle est même complètement vraie. Mais c'est la seule affirmation qu'on trouve qui fasse le lien entre les morts humaines et les températures. Sauf que si vous lisez l'intégralité du rapport, si vous lisez les données... Les données, les pages, oui, le rapport lui-même, oui. Il y a 10 fois plus de gens qui meurent de froid que de gens qui meurent de vagues de chaleur. Donc le réchauffement... ce que l'on sait, c'est que le réchauffement de la planète conduit à une diminution du nombre de ces morts par le froid, plus importante que l'augmentation du nombre des morts par les vagues de chaleur. Il y a presque 10 fois plus de morts par le froid que de morts par le heatwave, c'est ça. Yes. So we should keep in mind as we read at least the summaries of the reports that the IPCC is trying to persuade non-experts not to inform them. Et donc, à chaque fois que nous lisons ces summaries, ces résumés du rapport de base, du rapport sous-jacent, ces synthèses, il faut bien nous rappeler que le GIEC cherche à persuader des gens qui sont des non-experts et pas à les informer. And that everything they write should be taken with a grain of salt and scrutinized closely. Et que tout ce qui est écrit dans ces rapports doit être pris avec des pincettes et regardé de très très près. Et alors donc pour revenir à l'essentiel, à votre livre, mais au fond du problème. Aujourd'hui, très sincèrement, Steve Koonin, parce que on a vraiment été, il y a eu le Covid, maintenant il y a la guerre Russie-Ukraine et toutes ses répercussions. Et puis, en permanence, et depuis des années, voire des décennies, on nous dit, si vous ne faites pas attention, rappelez-vous Cyrus Vance, vous allez mourir, vous allez tous mourir à cause du réchauffement, à cause des effets de serre. Et je rappelle simplement que la France, que justement les COP, vous savez, COP 21, COP 22, COP 23, ils nous disent, oui, c'est terrible, même la France et l'Europe, or la France émet 0,9%, même pas 1% de gaz à effet de serre et de CO2. Même pas 1%, pour ne parler que de la France. Et que quand on dit, mais alors les pays qui émettent énormément de CO2, comme la Chine, les États-Unis, la Russie ou l'Inde, eh bien, est-ce qu'il ne faudrait pas les sanctionner? Non. Dans tous les COP et dans tous les accords, il n'y a aucune sanction. Donc, on va continuer comme ça. Donc, tout ça, est-ce que ce n'est pas de créer une espèce de panique entretenue, organisée, et à son avis, pourquoi? Voilà, ma question est longue, mais je crois que je voulais résumer tout cela. Let me deal with the question of panic first. There is a journalist who was writing in the 1920s in the U.S. called H.L. Mencken. Yeah, and he was great, Mencken. Great. He was great. He was both very astute, but also appropriately cynical. And he's got a quote in one of his books that the purpose of practical politics is to keep the electorate alarmed by a series of mostly imaginary hobgoblins so that they can be clamoring to be led to safety. Allez-y, traduis. Oui, il y a un journaliste américain qui écrivait dans les années 20, H.L. Mencken, donc vous le connaissez, André, vous avez réagi. Tout à fait. Grand humoriste et grand journaliste. Absolument. Il était effectivement très intelligent, mais très cynique aussi. Et il y a une citation de lui qui est assez remarquable, où il dit que en pratique, le but de la politique consiste à maintenir l'électorat dans l'angoisse d'une série d'épouvantails, en général imaginaires, afin qu'il réclame à corps et à cri d'en être protégé. And when you look at the political landscape through that lens, you see everybody does it. On both sides. And I could give you examples in the U.S., but we don't have to go into it. So climate is a wonderful example of that because it's distant,
It's vague, but it involves energy which touches everything, everywhere, all the time. Et si vous prenez le paysage politique, tout le monde le fait, tous les partis, tout le temps. Je pourrais vous donner des exemples américains, mais je ne vous en donne pas. Et le climat, c'est un exemple absolument parfait de cela. C'est quelque chose de distant, de vague, mais qui touche en réalité à l'énergie, c'est-à-dire à toute notre activité et à tout le temps, partout. Et oui, et c'est ça c'est très intéressant et on voit très très bien à quel point c'est important. Mais au-delà de ça, alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Alors Steve Koonin, on va pas résumer votre livre et je renvoie à votre livre que je conseille encore une fois, que je recommande. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ceux qui, en fait, on leur dit ça va être terrible, mais on leur dit pas comment s'en sortir. On leur dit simplement, voilà, très bien, il faut faire voyez, regardez la voiture électrique, sauf que la voiture électrique, il y a les batteries. On leur dit, isolez vos appartements et vos immeubles et ça va coûter très cher, mais renoncez à la voiture thermique. C'est-à-dire qu'ils voient peut-être à raison, ils voient s'ériger une avalanche de barricades, d'interdictions, de dire on peut plus faire ceci, on peut plus faire cela, il faut arrêter ceci ou faire cela. Est-ce que vraiment c'est la bonne voie pour lutter contre effectivement les facteurs de réchauffement ou les facteurs de pollution? You know, if one acknowledges that on balance we should be doing something and not just continuing business as usual, there are, you have to realize first that we've got time. There is no imminent catastrophe. That's the first statement. Important. Alors, si on est d'accord pour dire qu'il faille faire quelque chose plutôt que rien, d'abord, première chose, et ça c'est très important, nous avons le temps. Il n'y a pas de catastrophe imminente. The biggest question that you have to answer if you want to reduce greenhouse gases is what do you do about the developing world? Those of us in the developed world, OECD, we're about 1.5 billion people. La grosse question, si on veut réduire les gaz à effet de serre, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour les pays en développement. Nous sommes des pays développés, les pays de l'OCDE. Oui. On représente 1,5 milliard d'habitants. And there are 6.5 billion people who don't enjoy the abundant, adequate, relatively inexpensive energy that we enjoy. Et ça signifie qu'il y a 6,5 autres milliards de personnes sur la planète qui, elles, n'ont pas accès à une énergie abondante, suffisante, relativement abordable. And for those people, the best way to get them the energy they need to improve their lives is through fossil fuels. Et pour eux, la meilleure façon dont nous pouvons améliorer leur vie en leur fournissant l'énergie dont ils ont besoin, c'est à travers les combustibles fossiles. So it is the height of arrogance and maybe even immoral to tell those people they cannot get the energy that they need. Et donc, quoi de plus arrogant, quoi de plus immoral peut-être que de dire aux habitants de la planète, non, vous ne pourrez pas avoir cette énergie dont vous avez besoin pour vivre mieux. And they know that. The people in Africa, the head of India, they're all saying no more carbon colonialism. Et les gens le savent bien, en Afrique ou ailleurs, les Africains le disent, et disent stop, on en a assez de ce colonialisme carbone. Yeah. So I know France gave up colonialism a long time ago, but it should be thinking about this aspect of the greenhouse gas problem if it's going to advocate large and rapid reductions in emissions. Et donc, je sais bien que la France a abandonné ses politiques coloniales il y a très longtemps, mais peut-être qu'il faudrait que la France réfléchisse un petit peu aux impacts pour ces populations de la planète si la politique française à l'international consiste à exiger une réduction importante et rapide des gaz à effet de serre. Alors, est-ce que tout ça n'est pas dû, et vous le dites,
Oui, on va juste, avant de parler de ce que dit Steve Koonin, je crois que ça résume vraiment le fond du problème. Est-ce que c'est pas devenu tout cela religieux et moraline, plutôt que scientifique? Et c'est tout le problème. On va en parler tout de suite après une toute petite pause. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les clés d'une vie. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et là, c'est un scientifique américain qui parle au français. Il en parle de façon très intéressante, passionnante sur le climat, la part d'incertitude, son livre. Et effectivement, Steve Koonin, vous avez posé la question de ces 6 milliards et demi à qui l'on dit mais non, mais faut plus polluer. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là-dedans, qu'est-ce qu'il y a comme part d'hypocrisie? Et surtout, quand vous parlez on leur donne des leçons, est-ce que là, quelque part, la question du climat n'est-elle pas devenue une question religieuse, une question millénariste, une question presque apocalypse now? I think there's certainly a religious flavor to the people who advocate climate action, but there's also self-interest involved. We in the developed world perceive that the bettering of most of the world is an environmental threat to us. And so we're happy to continue to use energy. And yes, we can afford cleaner energy, but most of the world can't. And so if we stop the rest of the world from polluting, we will be better off. Oui, il y a certes un parfum un peu religieux dans ce discours de ceux qui prônent l'action climatique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un certain égoïsme et des intérêts bien compris dans le monde occidental. Nous voyons l'amélioration des conditions de vie du reste du monde comme une menace pour nous. Donc l'énergie abondante, etc., pour nous, ça ne pose aucun problème. Pour les autres, c'est problématique. There's also, like in all good religions, an element of fantasy involved. When you look at the trends in population, in development, and in technology, it's pretty obvious to conclude that net zero by 2050 or even 2100 is a fantasy. And anyone, even 20 or 30 years ago, who studied that would conclude that. And what's interesting is now the rest of the world in the last year or two is starting to understand that it's just impossible to go to zero emissions. Et comme dans toute religion, il y a un élément un peu fantastique, un peu fantasmatique. Si on regarde un peu les tendances démographiques, les tendances du développement économique, de la technologie, il est évident on peut conclure que ce but, cet objectif affiché du net zéro en 2050 et même en 2100 est absolument irréaliste. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a encore, disons, 20, 30, 40 ans, les scientifiques qui se penchaient sur ces questions-là le savaient. Mais aujourd'hui, c'est le reste du monde qui est en train de se rendre compte que tout ça est fantasmatique. Oui, et que ce n'est pas en quelques années qu'on va résoudre et que ce n'est pas en quelques années que nous allons résoudre ce problème, et surtout que nous allons sortir de l'hypocrisie. Un mot, on pourrait en parler pendant des heures, c'est passionnant, mais je voudrais demander à Steve Koonin, poser une dernière question. Au fond, à ceux qui ne savent pas, vous leur recommandez quoi? À ceux qui ont envie de savoir, à ceux qui ont envie d'être lucides, et nous en avons des dizaines, des centaines de milliers, voire de millions ici qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce qu'il faut étudier? Comment rester lucide dans un monde qui ne nous a pas entraînés à être des scientifiques? Comment rester lucide, vigilant et ne pas se laisser avoir par la manipulation ou la propagande? I think if you want to be more informed and better informed, if you're capable, the data are out there. And when the Pakistani minister says worst since 1961, that's pretty easy to check. Yeah. Another way is to listen. There are some scientists, myself and others,
who are trying to get the true situation out to the public. Listen to what we say or what we have written, and go ask the consensus scientists or the politicians. You know, Koonin says the report says this thing. Does it really say that? And if so, why haven't I heard that? Very good, man. Oui, d'abord, si on veut être plus informé, mieux informé, tout d'abord, les données existent, on peut aller les consulter. Par exemple, dans mon exemple de tout à l'heure, le ministre pakistanais qui dit la pierre mousson depuis 1961, bien ça, c'est assez facile à aller vérifier par soi-même. Et puis, deuxièmement, il y a des scientifiques, dont moi, mais pas que moi, qui vous expliquent les choses clairement. Alors, je dirais tout simplement, écoutez-nous, lisez-nous, et puis tournez-vous ensuite vers les représentants du consensus climatique et posez-leur les questions. Dites-leur, écoutez, Stephen Koonin nous dit ça. Qu'est-ce que vous lui répondez? Eh bien voilà, toujours avoir question à tout et toujours lire, se documenter. Merci Steve Koonin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Steve Koonin, physicien, pour son livre Climat à la part d'incertitude, édité chez Artilleur. Tout de suite l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.